Et non, désolé, pas de générique Money Tree aujourd'hui. Mais bon, peut-être que vous en aviez un peu marre aussi d'entendre ce générique, donc ça fera pas de mal, puisque vous vous apprêtez aujourd'hui à écouter un épisode dans lequel je suis intervenu en mode guest. Le mode guest, c'est quand j'interviens en tant qu'invité au micro d'un autre podcasteur. Ça vous permettra d'en savoir plus sur moi en découvrant des choses que je ne partage pas forcément ici sur Money Tree, mais que j'ai dû partager ailleurs dans d'autres interventions. À la fin de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à rédiger un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour Money Tree, bien sûr, mais également pour le podcast sur lequel j'ai été l'invité. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est avec Julien Calamoté, tu t'appelles, ou Calamotte, comment tu prononces? Non, Calamotte, ça ira. Calamoté, c'est encore plus au sud. Et on avait déjà enregistré il y a un an un épisode, finalement, ça n'était pas paru. Là, je suis passé sur le podcast de Julien. T'as pas mal d'épisodes maintenant, hein. Ouais, Entre 60-70 là, hein. ouais, c'est ça, ouais, Ok. c'est ça, je sais plus exactement, mais 60, ouais, près de 70. Ouais. Ouais. Et donc, tu vas pouvoir te présenter. T'es podcasteur, investisseur, t'as dit bye bye patron. T'as plein de choses à nous raconter. Donc, en fait, pour commencer, j'aime bien que les invités, ils racontent une petite anecdote d'un job étudiant, enfin d'un job, voilà, une expérience professionnelle insolite qui leur a dit qu'ils allaient peut-être pas faire ça toute leur vie et peut-être c'était un peu les prémices du bye bye patron. Donc, qu'est-ce que tu as bien pu faire dans ta jeunesse? Ben, salut Thibaut. Déjà, je suis content d'être là. On s'est parlé il y a quelques jours sur mon podcast, donc du coup maintenant c'est le moment de se renvoyer la Match balle. retour, voilà, Voilà, c'est match ça. retour, c'est ça. J'avais introduit l'épisode comme ça, accent alsacien versus accent Ah ouais. toulousain. Et Donc ouais. voilà, là c'est match retour. Donc Fais gaffe, ça merci. déteint, hein, ça déteint. Tu peux le choper, hein. Ah merde. Bientôt, tu dis 20. Et ouais, c'est ça. Avec l'accent toulousain, tu vois. Ouais. Mais non, ben merci. En tout cas, c'est cool de pouvoir échanger comme ça. Alors, une anecdote. Euh, non, en fait, anecdote, je sais pas, mais j'ai quand même commencé à travailler assez tôt. Tu vois, dès que j'étais au lycée, j'ai commencé à bosser le soir et le week-end parce que j'avais cette envie quand même de, tu vois, de faire les choses par moi-même et de gagner mon petit argent et de pas attendre l'argent de poche de mes parents qui arrivait toujours trop tard en fait. Hein, c'est toujours Hmm. le cas. Voilà. Trop tard et Donc, pas assez, hein. C'est comme c'est ça, toujours, hein. trop tard et pas assez, c'est toujours comme ça. Et puis, des fois, avec, tu vois, avec 20 euros, tu as l'impression des fois d'être le roi du pétrole hein, quand tu es jeune, tu vois, quand tu es adolescent. Hmm. Et bon, on parle plus des mêmes valeurs maintenant, mais et non, j'ai fait des jobs étudiants, j'ai fait quand même des jobs bon, assez chiants, tu vois. J'ai bossé l'été sur les chantiers, à faire le manœuvre à 40 degrés, parce qu'à Toulouse, il fait quand même assez chaud. Hmm. Donc, tu vois, dès que j'ai eu 16 ans, j'ai eu l'occasion de le faire. Je l'ai fait, et donc je bossais tout le mois de juillet, tout le mois d'août dans des chantiers comme ça, avec des gars qui voulaient juste que je leur tienne la brouette et la pelle, tu vois. Ouais. Et je cramais par le soleil. Et donc, c'était assez enrichissant parce qu'au final, ça m'a donné une vraie valeur du travail. Et quand j'habitais au Canada, je faisais mes études là-bas aussi. Je passais mon bac, moi, au Canada, puis j'ai fait mes études après là-bas. Et je bossais dans ce qu'on appelle un dépanneur là-bas. C'est une petite boutique ouverte quasiment 24 heures sur 24 où tu peux acheter aussi bien de la bière, des clubs que des chips. Et tu vois, Ok. C'est genre un 7-Eleven ou un truc comme ça, Ouais, c'est ça, hein? Ouais. exactement. Mais Ouais. voilà, donc, et c'était un truc indépendant. Et en fait, dans mon job, en plus de remplir les bières, tu vois, dans le frigo, il y avait promener le chien du patron qui était un gros Rottweiler, tu vois. Ah ouais, génial. Et du coup, ben, ramasser sa merde aussi, parce que Ah ouais. forcément, ben ouais, tu vois, moi, j'ai jamais eu d'animal domestique, tu vois, donc je ramassais la merde du chien de mon patron. Et donc, en plus, là-bas, tout le monde le fait, tu vois, c'est très Ouais. bienveillant et tout, et tant mieux. Hein. Ça se démocratise un peu en France aussi, mais voilà, là-bas, donc je sortais avec mon petit sachet, pardon, et puis j'allais promener le chien du Ah patron, ouais. un gros Rottweiler. Alors, du coup, personne m'emmerdait, tu vois. Ouais. Mais j'avais limite un peu peur du chien moi-même, tu vois, parce que C'est ça. c'était même pas le mien. Tu te dis, je lui marche sur la patte Et ou donc, quoi. c'était Ouais. vraiment un boulot de merde, tu vois, au sens propre et Ouais. au sens figuré. Et j'étais payé toutes les semaines en cash. Ok. Voilà, enfin, c'est vraiment une autre culture, tu vois. Et ça aussi, ça m'a donné un peu le goût du travail, on va dire. Voilà. Je sais pas Bon, si ce qui c'est est bien, c'est positif ou dans pas mal de négatif. pays anglo-saxons, tu es payé à la semaine. Et donc, c'est vrai que moi, tu vois tout de suite le, le retour, quoi. Ouais. Et Et les j'avais taux. une fiche de paye qui ressemblait à rien en plus, tu vois. C'était juste un petit papier comme ça, genre un petit coupon. Tu avais l'impression que, je sais pas, moi, c'était juste un truc que tu avais découpé toi, quoi. Ouais. Et avec très peu de charges aussi, parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup de charges, voilà, Hmm. et des billets glissés dans l'enveloppe, quoi. C'était
assez folklorique. Et tu dis quand même, tu vois, c'est un pays nord-américain, enfin, c'est quand même un pays assez développé. Et au final, non, tu payes comme ça, en cash, avec un petit papier, quoi. Donc voilà, anecdote comme ça. Après, j'ai fait aussi, quand j'étais au lycée en France, en plus des chantiers l'été, le week-end et le soir, j'étais caissier à Leclerc, hôte de caisse à Leclerc. Ok. Tu vois, donc il se trouve que pour l'anecdote, le responsable à l'époque de la caisse était gay, et du coup c'était le Leclerc où il y avait le plus de mecs à la caisse, tu vois, parce que Ah ouais, à c'est l'époque, ça. à l'époque il y avait quand même beaucoup de femmes hein, qui étaient Ouais, hôtes de caisse, et nous il y avait plus de mecs que de femmes, tu vois, ouais. et ceci explique cela. Voilà. Et c'est Mais marrant, moi, j'ai un très bon ami à moi. Il était je crois que c'était dans une grosse chaîne de d'hypermarchés. À un moment, ils ont fait un plan social. En gros, ils ont voulu décapiter toute la boîte, tous les cadres, ils sont partis et tout. Et lui, quand il était enfin, il était en préavis, c'était à la période de Noël au magasin de jouets, et il a dit, en fait, les CV, il a embauché les plus belles filles, quoi. Juste, il regardait juste là, il disait, de toute façon, j'ai plus de compte à rendre à personne, ils ont voulu me faire partir. Du coup, il a dit, t'avais tous les collègues, ils venaient que à son rayon. Les filles, elles n'étaient pas du tout formelles, elles savaient pas quoi faire. Lui, il était trop content d'avoir embauché 10 petites minettes là pour son rayon. Et puis, c'est ça, hein, c'est tout aussi. Attends, j'ai un moustique qui me. C'est tout. Je me bats avec un moustique. Vous le verrez pas à l'audio, mais ouais. ouais, c'est tout aussi discriminatoire en fait que quand t'es gay, d'embaucher que des mecs pour te faire plaisir. En fait, tu vois, Ah ouais, t'es c'est là dans ton incroyable. bureau, et t'as la vue sur tous les Ouais. caissiers. Voilà. Bon bref, mais Et c'est c'était là en que tout tu vois cas. quand tu as des employés, ils peuvent, enfin, surtout en préavis, il faut vraiment regarder ce qu'ils font parce que les gars, ils en ont plus rien à faire, quoi. Donc là, t'imagines à Noël, il m'a dit, je crois que c'était le troisième plus gros vendeur de jouets de France ou un truc comme ça. Et à Noël, il avait complètement, enfin, le recrutement, il l'avait fait n'importe comment. Et puis, Tu le vois sur les chiffres. Ouais. ouais, mais Ouais, bon, lui, de toute façon, il était parti, il avait pris son chèque et puis il était très content. Ok, top. Et ben maintenant, on n'est pas venu pour parler du métier de caissier et de la monnaie du fond de caisse. Euh, Qu'est-ce que tu fais du coup? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ouais, ouais, bah écoute, quand je suis rentré du Canada, du coup, donc j'ai fait Sciences Po là-bas au Canada, tu vois, donc rien à voir avec l'immobilier ou quoi que ce soit, rien à voir même avec les métiers que j'ai fait en fait quand je suis arrivé ici, parce que j'avais fait communication et politique, donc c'était bidisciplinaire, et j'avais pas mal aussi, tu vois, de cours de pub, de communication, et ça m'a donné vraiment envie, plutôt que d'aller sur la politique, d'aller plutôt dans la pub et la com. Et, et en fait, j'ai trouvé, je sais pas, un job quand je suis rentré en France. J'ai trouvé un job assistant e-marketing, donc dans l'e-commerce. J'y connaissais absolument rien au web marketing. J'y connaissais absolument rien à l'e-commerce, mais je sais pas, ça m'a vraiment attiré. Je me suis dit qu'il y avait un truc à faire là-dedans. Donc c'était en 2008, ça. Donc tu vois, Ok. l'e-commerce, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Et Il y a 15 ans. Ouais. ouais, voilà. Et donc je me suis mis assistant. J'étais payé au SMIC là, mais bon, avec les heures sup, ça faisait un petit peu plus. Parce qu'avec les fameuses 35 heures, mais quand tu bosses 39, tu fais des heures sup, du coup. Ouais, c'est ça. Ou tu peux faire Ce week-end, j'étais avec une fille, elle prend jamais de vacances. Enfin, elle part jamais. Du coup, elle m'a expliqué que en fait, elle avait un jour de congé par. Bon, elle travaille dans le public, un jour de congé par semaine. En fait, elle m'a Ah dit, ouais. j'ai 51 jours de congé par an. Oh là Donc, là. et en fait, elle m'a dit, j'aime pas partir en vacances. Donc, tous les lundis, je crois qu'elle est en congé. Un C'est truc fou. comme ça. Mais bon. Ouais, mais il y a ça dans beaucoup de domaines là, genre les banques, les assurances aussi, tu vois, qui sont quand même dans le privé. Et Hmm. il y a aussi ça, quoi. Il y a des mecs qui ont 10 11 semaines de congés par an, Hmm. c'est quand même conséquent. Ouais, tu te dis, pour faire tourner une boîte, en fait, ouais, il te faut 6 7 personnes pour avoir quelqu'un. Ouais, ouais, ça coûte cher. Donc Quelqu'un. tout ça, ça se paye quelque part, hein. C'est souvent le client final qui le Hein. paye, hein, tu vois. Ouais. Ou alors Voilà, t'es mal payé. Souvent, ouais, c'est un peu ou ça alors aussi. t'es mal payé aussi, mais tu as quand même souvent beaucoup d'avantages aussi hein, dans ces Hmm. groupes-là. Donc finalement, donc si tu veux, voilà, je me suis dit, allez, assistant e-marketing, ça me plaît bien. Moi, j'avais juste envie de bosser en fait, hein. Voilà, j'avais pas de grandes ambitions après avoir fait Sciences Po. Et donc, je me suis mis à découvrir l'e-commerce. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis mis à voilà, grimper un petit peu les échelons dans une boîte. Et puis, quand l'évolution a été bloquée, je me suis parti. J'ai créé une boîte moi-même. Donc, au bout de 2 ans de salariat, j'ai créé une première boîte, Ok. une agence web marketing qui accompagnait donc les gens
à créer des sites internet et surtout à les rendre visibles sur le web. Voilà, tout ce que tu peux lire aujourd'hui dans des formations et tout ce que tu peux acheter aujourd'hui dans des formations, à l'époque, ça n'existait pas. Donc nous, si tu veux, on était prestataire de services pour des clients qui voulaient gagner en référencement, gagner en visibilité et aussi refondre des sites internet, du web design, etc. Euh, donc ça, je l'ai fait. Mon premier client, ça a été mon Et- patron de l'époque Ok. qui m'a fait confiance. Parce qu'en fait, t'avais pas d'argent. Si t'étais payé au SMIC. Ah ouais, ouais, non, clairement pas. Alors après, j'avais commencé à grimper un petit peu, tu vois, mais quand j'ai Hmm. quitté la boîte, je sais pas, je devais être à 2200 € brut, tu vois, parce que j'avais quand même changé de boîte, donc j'avais fait un petit gap, et puis après, j'avais évolué dans une boîte. Et comme je pouvais plus évoluer parce que mon responsable de l'époque lui-même ne voulait pas évoluer pour prendre la place du Hmm. N+2, bah, du coup, ça a bloqué, et mon patron m'a dit, mais je vais pas te faire sauter, tu vois, un truc, c'est pas Ouais. conventionnel. Donc, j'ai pas de solution pour toi. Ben, je lui dis, écoute, tant pis, je me casse. Je me suis mis à mon compte. Donc, c'est la première fois où j'ai dit bye bye à mon patron. Ça m'a permis voilà, de goûter à l'entrepreneuriat. Entre-temps, je m'étais quand même associé de manière minoritaire sur une boîte d'un mec qui m'avait sollicité et on vendait ensemble des protéines pour les bodybuilders sur Internet. Ok. Genre Donc, Tim Ferriss, quoi, en même temps ouais, que, ouais. ouais. Donc 2009, ça, tu vois, ça faisait un an que j'étais salarié. Un gars est venu me trouver et c'est devenu un de mes meilleurs potes. On s'entend toujours très bien aujourd'hui. Et on s'est associés, son frère, lui et moi. Donc eux étaient joueurs de rugby pro à l'époque. Et, Ok. euh, et en fait, on s'est associés. Moi, j'apportais vraiment le sujet marketing, communication, e-commerce, et eux apportaient la culture du produit parce que moi, as vu, enfin, on le voit pas à l'audio, mais je suis pas très On a le même bodybuilder, physique tu à peu vois. près, Ouais, hein, voilà. ouais. Voilà, moi, c'est plus comme toi la course à pied, le triathlon, tu vois, que le bodybuilding. Et donc, du coup, on s'est associés, on a bien cartonné, ça a bien, bien fonctionné, on a bien développé le site, on l'a C'est vrai que revendu. quand tu avais les compétences à l'époque, maintenant c'est beaucoup plus simple de les avoir. Du coup, il y a beaucoup plus de monde qui les a, quoi. Donc je pense C'est exactement ça. quand Ah, tu mais avais. tu as tout à fait résumé. En fait, c'est qu'à l'époque, franchement, l'algorithme de Google, on le maîtrisait parfaitement. On faisait des tests, je faisais des concours de référencement. J'étais vraiment dans la sphère référencement naturel, etc. Et c'était très facile d'aller chercher du chiffre d'affaires avec du référencement naturel. Aujourd'hui, la jungle, elle est monstrueuse. Comme tu dis, les gens ont tous les compétences parce que tu peux acheter des formations et te former très, très vite en fait, avec le digital aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas là, en 2010, quoi. Et donc, on était un peu les rois du pétrole sur plein de sujets. Donc, en fait, on a monté plein de boîtes e-commerce qu'on a craché, qu'on a revendu, qu'on a arrêté, etc. Mais on développait beaucoup d'activités e-commerce pour nos clients et pour nous aussi en compte propre. Tu vois, on rachetait des trucs, on les redéveloppait, on les revendait. Ou on les arrêtait, hein. Comme je disais, on en a craché plus qu'on en a revendu. Et puis, Et après, juste la protéine, là, ça, c'est des business à marge monumentale, non? Je pense. alors, il y a de très bonnes marges, mais surtout, ce qu'il y a de fabuleux là-dedans, c'est qu'il y a une récurrence et un Ouais. repeat business qui est monstrueux. Les mecs, dans cet univers, il y en a peut-être qui nous écoutent, qui consomment ce genre de produits, tu vois. Dans cet univers, tous les mois, ils achètent les mêmes produits. Tous les mois, Hmm. ça tombe. Bam, bam, bam. Avec un panier moyen qui est conséquent, du coup, un taux de conversion qui est bon aussi, pour ceux qui maîtrisent les notions d'e-commerce. Un taux de conversion qui est bon. Nous, on faisait des journées à 7% de taux de conversion, ce qui est monstrueux, hein. La moyenne du marché, c'est 1% à peu près. Parce qu'on Hmm. était hyper niche dans un truc voilà, avec du repeat et qu'on avait des clients hyper fidèles. Euh, Il y a juste que Google nous a virés au bout d'un moment parce que on utilisait des mots comme créatine, stéroïdes non anabolisants, tu vois, mais il y a quand même le mot stéroïde, etc. Ok. Donc, du coup, l'algorithme de Google nous a jeté non pas du référencement naturel, mais des Google Ads, donc des liens sponsorisés sur Google. Et là, on a perdu la moitié de notre chiffre d'affaires d'un mois sur l'autre, parce Ah qu'on ouais. était quand même assez dépendant. Enfin, la moitié du CA était dépendante de Google Ads, et même si on avait un bon positionnement en naturel et une autorité sur le reste. Et du coup, c'est là qu'on a senti un peu le vent tourner, alors que nos concurrents n'étaient pas virés, eux, tu vois, alors qu'ils utilisaient les mêmes termes, mais tu peux rien faire, en fait. Quand Google te dit, si tu demandes des Hmm. explications à Google, ils te donnent pas l'explication, en fait. Ils te disent, Hmm. c'est comme ça, regardez nos guidelines, ça va pas avec les guidelines, voilà. Et faites des modifs, mais ils te disent pas quoi faire. On a fait toutes les modifs, on a refondu tout le contenu du site, etc. On n'a jamais pu réannoncer là-dessus. Donc, au bout de 3 mois, on s'est dit, on vend. Et on a vendu un peu plus à la casse que si on avait vendu dans la dynamique, mais Hmm. on a quand même limité la casse et vendu correctement. Voilà, après, donc, pendant des années, quand j'ai développé ces activités-là, en plus de l'agence web, et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre de faire du service parce qu'en fait, tu dis souvent, quand tu es indépendant, tu ne poses pas pour les autres, tu poses pour toi, mais en fait, quand tu as des clients, tu poses pour les autres quand même, tu Hmm. vois. Surtout Ouais. du service, quoi. En plus, tu Ben, capitalises peu, quoi. Enfin, c'est. c'est ça. Hmm. Donc là, je me suis dit, moi, ce qui me branche, en fait, c'est le commerce.
Et donc, je vais me focaliser sur un seul site internet aujourd'hui qu'on venait de racheter, qui était un site dans l'univers du vélo. Euh, et, euh, et du coup, on s'est focalisé là-dessus. On a ouvert un magasin de vélo aussi à côté de Toulouse. On a développé le site e-commerce. On voulait vraiment développer le web to store parce qu'à l'époque, il y avait Decathlon d'un côté, on va dire, tu vois, qui était vraiment le retailer de base. Et puis, il y Mm. avait des magasins de vélo, pour ceux qui connaissent, comme Alltrix aujourd'hui, qui a été racheté par Decathlon d'ailleurs, qui étaient des pure players. Et il n'y avait pas, en fait, vraiment, les deux ne se parlaient pas trop, quoi, tu vois. Mm. Ok. C'est comme dans beaucoup de domaines. Donc, nous, on a voulu faire ça. Euh, Ça a plutôt bien fonctionné, mais j'ai fait quelques erreurs, tu vois, qui nous ont coûté assez cher. Notamment, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock dans des univers où, bah, les couleurs changent tous les 6 mois, tu vois, les collections, les machins, les tout. Et du coup, c'était très compliqué à écouler au bout d'un moment. Donc, au bout Sauf de... la Covid, si tu en avais eu, Ouais, là, voilà, c'était la folie, sauf que tu peux pas le savoir. Enfin, c'est ça. c'était Et vraiment imprévisible. là, c'était en 2013 et on a mis la clé sous la porte, on va dire 2016. Donc Ok. voilà, donc bon, le Et tu Covid avais des était encore dettes là. ou Ouais, tu as pu fermer en fait, on avait des dettes, notamment, donc on avait des dettes fournisseurs. On a tout épuré. On a tout épuré, 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 épuré. Au bout d'un moment, il restait 4 000 à 5 000 euros de dettes, tu vois. Donc, au début, je voulais faire une liquidation amiable. Il restait 4 000 à 5 000 euros de dettes. Franchement, j'étais épuisé au bout de 3 mois et demi, tu vois, à tout liquider pour rembourser tous Hmm. les créanciers. Donc là, on s'est mis à liquidation judiciaire pour 4 ou 5 000 euros. Donc, bon, on a planté un fournisseur. Bon, c'est la vie, quoi. Après, c'est une marque de vélo qui est très, très connue aujourd'hui internationalement. Bon, je pense pas que ça leur a fait beaucoup de mal, mais franchement, j'aurais préféré ne pas le faire. Après, on l'a fait. Par contre, j'avais encore 42 000 euros de prêt pour l'aménagement du magasin qui me restait à rembourser. Et là, j'avais une caution 50% ma holding et 50% BPI France, qui est la banque publique Hmm. d'investissement. Et du coup, pour ne pas être emmerdé, donc c'était au CIC que j'avais ce crédit, pour ne pas être emmerdé et pour, on va dire, partir la tête haute, je leur ai demandé de refinancer la dette à titre perso. Et donc, ils me l'ont refinancé sur 6 ans, euh, Ok. tu vois, 600, Donc là, tu 649 arrives au euros bout, par mois. quoi. Et là, Tu es arrivé au bout il n'y a pas longtemps. ouais, j'ai fini de payer en mars 2022. Ah ouais. Donc, tu vois, mars 2000, c'était quoi? Mars 2016 jusqu'à mars 2022, pendant 6 ans, 649 euros par mois. Mais ça m'a permis quoi? Ça m'a permis d'investir dans l'immobilier comme j'ai continué à le faire. Hmm. Parce que voilà, j'étais pas marqué au fer rouge, parce que j'avais planté personne, parce que j'avais été honnête et parce que j'avais assumé absolument tout, quoi. Et le CIC est la banque qui m'a le plus prêté depuis, tu vois, pour Ok. investir dans l'immobilier. Si je les avais Ok. plantés, autant te dire qu'ils m'auraient pas prêté un euro, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Et les autres banques, pareil, parce que j'aurais été dans un fichier. Hmm. Donc, Et tu as un avis sur... parce que c'est vrai que qu'on voit bien, tu vois, en fait, c'est... Ben, quand tu as des magasins, c'est comme... C'est inhérent au business, mais tu as l'impression que c'est vraiment sans limite, tu vois, les aménagements, et qu'au final, ça vaut presque rien. Tu peux... Enfin, c'est des dépenses énormes. Peut-être... Après, on refait jamais le passé, mais si tu à refaire ou si demain tu devais créer un business physique, est-ce que tu essaierais une autre approche vraiment de, tu sais, un peu de lean, une startup en mode où, enfin, tu vois, cette dépense, c'est vrai que c'est un peu comme les gens qui font des travaux dans leur résidence principale. Tu sais, ça n'a pas trop de valeur, enfin, surtout si la cuisine était déjà bien, que tu mets juste pas la couleur et que tu arraches tout. Euh, je sais pas ouais, quel est ton avis là-dessus, ouais. je vois ce que tu veux dire. En fait, nous, déjà, on était parti sur un magasin concept store, donc c'était assez épuré, si tu veux. Et la problématique, c'était pas vraiment le coût du magasin, c'était plutôt enfin, le coût des travaux, parce qu'au final, 51 000 euros pour aménager 150 mètres carrés de surface de vente avec un Ok. atelier, tu vois, etc. Et puis on avait, je sais plus si dans ce financement, on avait aussi les racks pour la partie stockage, mais au Hmm. final, c'était, Ah, bon, c'était 51 au départ, c'est vrai que tu n'avais pas vu la ouais, date de départ. et Ça ouais, va, ouais. ouais, c'est pas Oui, parce qu'avec forcément. les différés d'amortissement, les machins, etc., bon, au Hmm. final, tu vois, il nous restait encore 42 à rembourser. Parce qu'au début, tu rembourses quand même beaucoup d'intérêts. Puis à l'époque, les taux étaient à 4%, un truc comme ça. Donc, bah, Hmm. comme maintenant Surtout les d'ailleurs. taux pro, ouais. Voilà, ouais. Donc, voilà, mais j'ai souvenir par exemple que le sol, ça nous avait coûté 8 000 euros, mais on avait fait un truc, voilà, grand passage, etc. Un truc où tu es tranquille pendant 15-20 ans, tu vois. Hmm. Euh, mais je pense que je ne referais pas différemment ça. Par contre, je referais différemment plein d'autres trucs, notamment ne pas savoir dire non à un client qui rentre dans le magasin et qui se dit est-ce que vous avez tel produit de telle marque? Et là, toi, bah, tu viens d'ouvrir ton magasin, tu l'as pas, t'es deg, tu sens que tu vas partir, tu vas perdre un client. Tu lui dis bah, non, je l'ai pas, mais tant pis, je vais le commander pour vous, je connais le fournisseur.
Là, quand tu appelles le fournisseur te dit, bah ouais, mais le problème, c'est que si tu me commandes ça, bah, tu vas le payer. Si tu me commandes que ça, tu vas le payer tant. Donc, pour le payer moins cher et du grosso modo que nous, on fasse un peu de marge, il faut faire une implantation d'une collection complète. Donc, en fait, tu as rentré une collection complète pour un mec qui est venu te demander un truc. Ouais, et ça se trouve, ouais, le reste, tu sais Voilà. pas quoi en faire. Et c'est ça. Et donc, tu te Ouais. retrouves avec des bouts de collection, des machins, etc., sur notamment de la fringue ou de la chaussure, parce qu'on était très, très bon sur la chaussure. On avait la plus grosse offre de chaussures en France. Le truc, c'est qu'on avait 100 modèles de chaussures de vélo différentes à l'époque sur Internet. Tu vois, Mm. c'était quand même conséquent. Et en magasin aussi, pour le coup, pour les Toulousains. Et en fait, bah voilà, les pointures, les couleurs, le machin, laisse tomber, quoi. Enfin, Sans voilà. Ah ouais, faut les pointures et tout. Ah, mais Ça- laisse tomber. Moi, je dois encore avoir une ou deux paires de taille 52, tu vois, qui traînent dans le Ouais. garage. Voilà. Mais ouais, c'était compliqué. Donc là, si tu veux, on a planté le truc. Ma femme et moi, on travaillait là-dedans. Donc ma femme a repris un boulot au bout d'un moment. Je lui ai dit, écoute, on repart parce qu'il faut remplir le frigo, tu vois. On n'avait plus rien, Mm. on a tout perdu. Nous, on a tout vendu. On a vendu bagnole, on a vendu scooter, moto, tout ce qu'on avait. On a tout vendu pour mettre l'argent dans la boîte parce qu'on y croyait, tu vois, au projet. C'est le problème d'un entrepreneur, c'est quand même de croire en son truc, sinon il le fait pas. Et là, on a tout perdu. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait accumulé toutes les années précédentes, les business qu'on avait revendus, les marges qu'on avait faites sur le service, hein, parce que l'agence web, ça fonctionnait bien. Le service, c'est Mm. beaucoup plus rémunérateur que le commerce en soi. C'est juste une problématique de volume après qu'il faut gérer. Mais du coup, tout ça, on a tout perdu. On a tout perdu sur la dernière activité. Donc là, on a repris des postes de salariés tous les deux. Euh, et puis c'est marrant, mais tu vois, au bout d'un an et demi de salariat, bah, je suis redit bye bye à mon patron, Mm. encore une fois. Je me suis remis consultant cette fois en transformation digitale et du coup en e-commerce. Et puis là, ça se passait très bien et j'étais assez épanoui et tout. Mais tu vois, j'ai regardé en arrière et je me suis dit, putain, t'es con parce que t'avais commencé à investir dans l'immobilier en 2010. Je ne l'ai pas précisé, Mm. mais en 2010, Ouais. on avait commencé à investir. On en avait racheté un truc en 2011, on avait racheté des locaux commerciaux en 2013 et tu vois, on avait commencé. Et je me suis dit, avec toutes tes conneries entrepreneuriales qui au final t'ont juste coûté un bras et t'ont rien rapporté, bah, tu as oublié d'investir dans l'immobilier. Et c'est même pas que je pouvais pas le faire parce que j'étais entrepreneur ou quoi, c'est que j'y pensais même pas parce que tu vois, Mm. T'es j'étais tellement dans focus le sur mon truc. business. Ouais. Voilà. Et je me suis dit, putain, mais regarde, si tu en avais acheté juste un chaque année depuis 2010, le capital que tu as remboursé là, etc., regarde où tu en serais. Quoi. Tu vois, si aujourd'hui tu Mm. soldais tout, tu aurais tant de capital. Et en fait, tu aurais suffisamment de capital pour te refaire la cerise, tranquille. Ouais. Et là, je me suis dit, en plus, je regarde sur meilleur taux, tu vois, réflexe, je vois les taux, je dis, mais hallucinant, moi j'avais acheté ma résidence principale en 2008 à 5%. Mm. Là, je regarde en 2017, les taux étaient à 1 et des broutilles, tu vois. Ah, je me dis, non, mais là, non seulement tu as perdu du temps, mais en plus, c'est le bon timing pour redémarrer. Mm. Et là, coïncidence, on me contacte sur LinkedIn 15 jours après, on me propose un poste salarié pour prendre la responsabilité d'un service digital dans une boîte retail. Et franchement, j'avais absolument pas envie d'y aller parce que j'étais bien, tu vois, tout seul, et, voilà, indépendamment. Et bon feeling avec le mec, belle boîte, beau challenge et tout. Et je me dis, et en plus, ça va me permettre de réinvestir dans l'immobilier. Donc, Mm. parce que tu sais que je pense que voilà, tout le monde, tous les gens qui nous écoutent le savent, sans CDI, c'est toujours compliqué. Sans CDI, c'est très compliqué. Et même de trouver, tu vois, hier, j'ai fait des visites pour un de mes appartes et il y a un gars qui revenait de. Il avait fait plusieurs années en Suisse. En fait, il était plus dans les trucs Visal et tout parce qu'il était trop vieux. Et il me dit, ouais, j'ai le droit à. En fait, il m'avait déjà contacté pour un autre appart à moi, donc il y a plus d'un mois. Il n'avait toujours pas trouvé, en fait. Il m'a dit, j'ai le droit à 2 400 € par mois pendant encore 500 jours. Et après, je vais lancer ma boîte entre-temps de petits travaux. Je suis en formation là-dedans et tout. Ah, bah, sauf que, bon, bah, moi, j'avais 20 ans, j'ai eu 56 messages pour l'appart. Bah, il y a un gars comme ça, voilà, dans un an, je sais pas où il en sera, tu vois. Mm. Et donc, c'est vrai que quand il y avait longtemps ce débat de acheter sa résidence principale ou pas et tout, en fonction de peut-être là où tu habites, mais au moins, quand c'est ta résidence principale, t'as pas à rendre des comptes tous les 6 mois où tu en es dans ta vie. Une fois que tu as l'emprunt, et puis tu le rembourses, quoi, et tu peux te loger quoi qu'il arrive. Que sinon, tu as Ouais. beau avoir. Enfin, c'était le gars qui avait les revenus les plus élevés qui a postulé, quoi, sur l'appart. Et puis en fait, non, je lui ai dit, ben, franchement, il faudrait que vous proposiez de surpayer un propriétaire pour. C'est un peu le Pour couvrir risque le rendement, risque. quoi. Hein, Ouais, mais ouais, mais bon, après, c'est dur à comprendre si t'es pas là-dedans. Mais... ouais. Donc, ouais, CDI pour emprunter. Ouais, donc les banques sont encore pires que nous hein, sur cette Hmm. approche-là, c'est sûr, parce qu'elles elles sécurisent le risque à mort, c'est leur métier.
Et donc, je me suis dit, bah, bonne opportunité. Donc, j'ai terminé mes contrats que j'avais en cours tranquillement, etc. J'ai commencé en consultant dans cette boîte et puis j'ai accepté le poste de salarié, de basculer en salariat. Bon, au final, je me suis super épanoui dans la boîte. J'ai fini actionnaire et au comité de direction. Et puis, à partir de là, voilà, quelques mois plus tard, peut-être un an plus tard, après, après être monté au comité de direction, j'ai été chassé par plusieurs boîtes, si tu veux. Ça, c'était début 2022, donc assez récemment. Et, euh, et entre-temps, on fera peut-être le focus immobilier après, tu vois, ça me permet de Ouais. boucler la boucle. Mm. Mais du coup, j'ai été chassé par plusieurs boîtes dans on va dire, des secteurs totalement différents, mais dont une boîte pour qui j'étais un peu le bon profil parce que j'étais à la direction digitale et marketing. Et puis, il y a Safety, qui est le groupe mandataire immobilier, qui cherchait un directeur digital pour intégrer leur comité de direction, ce qui venait de lever 200 millions d'euros. Et donc, ils avaient besoin voilà, ils avaient besoin de structurer. Le fonds avait un peu obligé, je crois, à structurer un COMEX autour du dirigeant, tu vois, qui pilotait Mm. absolument tout. Euh, et donc, ça m'a paru cohérent de me dire, bah, je reste dans le digital et en plus dans le monde de l'immobilier que je connais un petit peu et des agents immobiliers, j'en côtoie tous les jours, tu vois, malgré moi, des fois. Donc, je me suis dit, c'est cohérent. Et donc, j'ai fait le choix, et en plus, c'est eux qui me proposaient le meilleur package. Donc, j'ai fait le choix de partir là-dedans. Et je vais la faire courte, mais j'avais fait un post récap sur LinkedIn quand j'étais arrivé, quand j'étais parti de là-bas. Euh, j'avais repris une chanson en me disant Safety, c'est fini. Mais en fait, pour la faire courte, le premier jour où je suis arrivé là-bas, je savais que ça allait pas le faire. J'avais longtemps quand même hésité à y aller et j'y suis allé pour les mauvaises raisons. Ça, si c'est une leçon aussi, peut-être que je peux Mm. tirer de ça, tu vois, c'est que j'avais quatre ou cinq opportunités. J'en avais vraiment deux où j'étais vraiment hésitant, dont Safety. Et en fait, je suis allé là pour des mauvaises raisons, qui étaient des raisons plutôt financières. Et, euh, et les autres me proposaient à peu près le même package en plus, hein, tu vois, pas grand-chose, peut-être quoi, 8% de moins, tu vois, Mm. 8% de moins à l'année sur le package. Mais j'avais meilleur feeling avec les autres, tout ça, mais je sais pas, j'y suis allé pour les mauvaises raisons. Et le premier jour, donc mauvaise intuition, premier jour, mon intuition se confirme. Je fais quand même l'effort. Je dis, putain, maintenant tu t'es barré, tu vois, t'as changé, t'es là, fais l'effort, tu vois. Peut-être que c'est toi, faut juste Mm. que tu te mettes dans le moule. Parce que quand tu changes de boîte, tu vois que tu es habitué à une organisation pendant 4 5 ans, tu changes de boîte. Ah, c'est toujours un peu inconfortable, hein. C'est comme plein de Ouais, situations dans la vie. Quand tu changes, c'est dur de savoir si c'est de l'inconfort permanent ou si c'est juste le temps que tu t'adaptes, quoi. mais tu as toujours l'impression, tu vois, je sortais bon, voilà, je suis 4 ans et demi dans une boîte, j'avais une équipe Mm. d'une vingtaine de personnes, tu vois, que ça se passait très bien et tout. Et là, tu as l'impression que quand tu arrives dans une autre boîte, tu dois refaire tes preuves, tu sais. Ouais, que t'es Mais, mais, stagiaire, quoi. ouais, Enfin, mais pour toi, en fait, tu vois, tu as l'impression que mm. tout le monde te regarde un peu, et puis ce que tu fais, attendre des résultats de suite, enfin, tu vois, sauf sur des postes de direction, les résultats, enfin, tu les structures avec des équipes, tu vois, tu t'arrives pas Mm. avec ta baguette magique, bim, on révolutionne tout et on double le chiffre en 3 jours. Et en fait, pas trop de feeling avec le PDG qui était voilà, assez particulier, mais tout comme moi. Enfin, on a tous des profils atypiques à un certain niveau. Et du coup, voilà, je sais pas, ça l'a pas fait. Je me suis fait les efforts et tout ça. Et au bout d'un mois et demi, on était, lui et moi, d'accord sur le fait qu'il fallait arrêter, quoi. Ok. Fallait arrêter. Ça allait Et, assez vite, quoi, en tout ouais, cas. voilà. Et encore, je trouve que ça a été très, très long. Je pense autant pour lui que pour moi, parce que vraiment, on voyait que ça allait pas être possible, tu vois, de s'entendre sur plein de sujets. En fait, il attendait des choses de moi que j'étais pas venu lui donner. Et moi, j'attendais des choses qu'il était censé me donner et qu'il m'a jamais donné non plus, tu vois. Mm. Euh, donc, au final, on n'était pas du tout alignés. Donc, on a préféré se serrer la main en bon terme et se dire, bah voilà, tant pis, on a essayé, on a échoué. C'est comme ça, en fait, c'est comme ça qu'on a appris. Lui, il a appris sur ses recrutements. Finalement, ils n'ont pas, tu vois, embauché de directeur d'ailleurs, ils ont embauché des responsables opérationnels parce que ce qu'il attendait, c'était de garder les rênes, en fait. Ouais, c'est ça. Et voilà, et n'était pas encore prêt pour déléguer ce genre de sujet. Donc, voilà. Et moi, ça m'a permis quoi? Ben, je me suis dit, ben, toutes les activités annexes que j'avais à côté et dont je vais pouvoir te parler maintenant, qui sont relatives à l'immobilier, ben, je vais en faire mon activité principale. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Si ça marchait déjà en annexe, si je m'y Mm. consacre à 300%, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ok. Et J'ai donc, juste voilà. quelques questions. Ouais. Euh, Déjà, tu connais les sunk costs, les sunk
cost, c'est un peu dur à dire. C'est les coûts, tu vois, sunk, quoi. Enfin, les coûts Ouais. irrécupérables, quoi. Sunk, C'est vrai que c'est sombre, c'est ça, c'est quand tu sombres. Enfin, c'est un navire, plutôt ouais. quand le navire il coule, Ouais, ouais, quand le navire voilà. est cool, ouais, c'est ça. Ouais, et du coup, c'est une théorie qui est assez intéressante dans les boulots quand tu restes ou même dans les couples, dans la vie et tout. C'est qu'il y a un moment, t'as mis du temps, t'as mis de l'argent, t'as mis des trucs, mais au bout d'un moment, faut se barrer, quoi. Même si tu vois, parfois, c'est pas évident. Quand toi, t'es parti au bout d'un an, un mois et demi, bon, tu pouvais te dire, bah, vas-y, j'ai laissé un boulot que j'aimais bien et tout, je laissé pour ça. Maintenant, je vais me mettre, tant pis, je prends sur moi, je fais ci, je fais ça. Après, c'est peut-être aussi avec l'âge, peut-être qu'il y a 10 ans avant, t'aurais pas fait le même choix ou aussi vite, ou je sais pas, mais en tout cas, c'est toujours une bonne question à se poser. Il y a des coûts, temps en temps, tu as mis de l'argent, tu as mis de l'énergie dans l'IMO, on le voit bien. Parfois, tu es sur des projets et tout. Puis au dernier moment, tu apprends qu'il y a une servitude ou un truc qui n'était pas annoncé et il faut se barrer, quoi. Ou des charges de copro qui sont pas payées par trop de. Parfois, tu le sais pas tout de suite, quoi. Tu le sais quand tu as le prêt est à dater, tu vois les trucs et tu te dis, attends, c'est quoi ça? Et toi, ça fait déjà un mois que tu es sur le projet, tu t'y vois déjà. Tant pis, parfois il faut couper, quoi. Et je pense que t'as quand même bien réussi à le faire, quoi. Et après, Ouais, comment t'as alterné? Ouais, vas-y. non, mais sur ça, en plus, c'était pas facile parce que, si tu veux, entre les deux, j'ai changé de résidence principale. Et si tu veux, on est parti sur une résidence principale sans commune mesure avec la précédente en matière de budget et d'endettement. Et donc, du coup, j'avais eu un crédit accordé, tu vois, à un taux à 1,20. Donc, c'était à l'été 2022, tu vois, 1,20 et, et sur un montant assez conséquent. Et je savais que si j'étais plus salarié, je ne pourrais pas demain aller emprunter autant avec un Hmm. taux aussi bas, puisque les taux avaient déjà augmenté. Et du coup, je me suis dit, putain, la situation, elle n'est pas bonne. Parce qu'en fait, tu vas être méga endetté sur ta résidence principale, tu vois. Tu n'as jamais emprunté autant d'argent pour un seul et même projet. Tu n'as jamais eu une mensualité aussi grosse sur tous tes invests compris, à part sur des immeubles en marchand de biens, tout ça, mais c'est un peu différent. Hmm. Et du coup, tu vois, en plus, tu vas quitter ton job, quoi. Tu vois, et Euh, tu vas prendre un gros risque associé à ça. Donc, en fait, ouais. franchement, la configuration était absolument pas bonne et les planètes pas du tout alignées. Mais, mais en moi, je pouvais pas rester. C'était impossible. Hmm. Tu vois, je savais que, tant pis, je prenais le risque, mais en fait, j'ai jamais aussi mieux dormi que ce soir-là, tu vois. Hmm. Voilà, alors que ça faisait un mois et demi que j'avais pas envie d'y aller le matin. C'était quand même chaud. Donc, voilà, mais ce que tu dis, c'est intéressant aussi de savoir prendre sa perte et tourner la page. Hmm. Tu vois, moi, ça m'arrivait sur des projets de marchand de biens, un truc que j'arrivais pas à vendre avec un locataire qui voulait pas se barrer, tu vois, mais un mec, vraiment, limite, il est devenu squatteur du truc. Et au bout d'un moment, j'ai dit, tant pis, je vends à la casse, mais je m'enlève cette charge Hmm. mentale, je perds un peu d'argent, c'est pas grave, Hmm. je le retrouverai ailleurs quelque part, peut-être pas maintenant, peut-être demain, après-demain, mais au moins, je m'enlève ça. Et pareil, tu dors mieux après, t'as pris ta perte et t'en parles plus, quoi. Et souvent, tu dors beaucoup mieux. Moi, ça me s'est arrivé quelques fois, une fois que tu as pris ta perte et que tu l'as vraiment payée, que Mm. quand tu sais que tu vas l'avoir, quoi. Mais exactement. Dans beaucoup de choses dans la vie, c'est comme ça. Quand on a peur d'un truc, qu'on appréhende, en fait, au final, c'est pas aussi horrible que qu'on peut l'imaginer. Ok. Et ma deuxième question, c'était comment t'as. C'est vrai que tu as des gens, en plus, c'est un peu la mode, tu vois, de dire, en fait, qui voient l'entrepreneuriat comme un. Selon moi, ce qui importe le plus dans ta vie, c'est comme enfin, l'activité que tu fais est censée quand même prévaloir sur ton statut, tu vois. Enfin, Mm. selon moi, ton épanouissement professionnel. Et après, bien sûr, il faut que les conditions soient acceptables. Mais il y a des gens, enfin, maintenant, tu as l'impression que être entrepreneur, c'est un métier, tu vois, alors que, bien, enfin, ok, il y a des trucs différents, mais à la base, il faut quand même avoir un produit. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a quelque chose à vendre. C'est ça un peu la base. C'est pas, c'est pas une fin, enfin, tu vois, c'est pas une fin en soi. Toi, tu as bien Un métier. alterné ces deux statuts. Ouais, c'est comme nous, en Alsace, tu as, plein de gens, on leur dit, qu'est-ce qu'ils font tes parents, qu'est-ce qu'il fait lui? Et on dit, il travaille en Suisse. Ça, c'est vraiment la réponse. Mais c'est pas un métier, ça, tu vois? Ouais. C'est pas un métier. Ouais, Donc, c'est énorme. Bah, en France aussi, tu dis souvent, il est cadre. voilà, il est Je cadre, suis il est cadre, mais cadre, fonctionnaire. c'est pas un métier, tu vois, d'être cadre. C'est juste un statut. C'est comme Ouais, être manager, c'est pas un métier, manager, tu vois, c'est ouais. une fonction. Et non, mais je suis d'accord avec toi. Et en plus, je pense que bon, c'est un mot qui est
hyper employé à tout va, le mot entrepreneur aujourd'hui. Tu le vois sur LinkedIn aidant, tous les développeurs de mindset aidant ou n'aidant pas, surtout en fait. Euh, et il faut quand même faire la différence entre quelqu'un qui a un souhait d'entrepreneuriat et donc d'entreprendre quelque chose, c'est-à-dire de créer de la valeur, de créer des emplois, de mettre un produit sur le marché, tu vois, en fait, de vraiment créer une boîte. Et l'entrepreneur qui, pour moi, appelé à tort entrepreneur, qui veut juste être indépendant, en fait. Et tu vois, genre, je veux être, Ouais, je intéressant. suis graphiste salarié, bah, je veux plus être salarié, je veux être indépendant. Ok, mais t'es pas entrepreneur, en fait, tu es juste indépendant. Tu es peut-être autonome ou pas, parce que tu dépends quand même de tes clients finalement, et c'est eux qui te payent in fine, mais t'es pas entrepreneur, en fait. Tu vois, tu fais juste ton métier avec un statut différent. Hmm. Ouais, intéressant. Intéressant, c'est vrai que Et c'est alors, complètement je différent. prends le terme, je prends le métier de graphiste ou web designer parce que c'est des gens avec qui j'ai l'habitude de bosser dans le monde du digital, tu vois. Hmm. Mais après, il y a plein d'autres métiers comme ça, hein. C'est pareil, quand tu es agent immobilier, tu n'es pas entrepreneur. Tu es Hmm. agent commercial d'un agent immobilier qui, lui, a créé une agence immobilière et qui développe une équipe, tu vois, et qui, lui, est entrepreneur, tu Hmm. vois. Hmm. Mais quand tu es agent co, tu n'es pas entrepreneur. Je suis désolé. Les bullshit IAD, Safety, etc. Ouais, créez votre boîte, créer un fonds de commerce en étant agent co chez nous. Non, je suis désolé, mais enfin, tu vois, pour moi, c'est pas comparable avec quelqu'un qui monte une agence vraiment immobilière et qui, elle, va développer ce réseau-là, tu Voilà. vois. Ok, top. Et comment tu as vécu cette alternance de salariat, entrepreneur, salariat, Moi, entrepreneur? ouais, je l'ai bien vécu parce qu'en fait, je crois qu'à chaque fois, je me suis jamais trop forcé et tu vois, j'avais toujours des bonnes raisons de le faire. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que j'ai été salarié, j'ai toujours eu des business à côté. Hmm. Donc, soit j'ai eu des petites activités e-commerce, soit je faisais du conseil, du consulting pour des clients qui n'étaient pas du tout concurrents, qui étaient dans d'autres secteurs d'activité. Et c'était toujours su par mes employeurs, tu vois, à chaque fois. Ok. Et c'était assez bien vu parce que les entrepreneurs ont quand même cette vision assez claire. Les entrepreneurs qui m'employaient, du coup, hein, chez qui j'étais salarié, Hmm. cette vision assez claire de se dire, en fait, le mec, il s'enrichit vachement en faisant ce qu'il fait à côté et ça m'apporte indirectement ou directement, Hmm. moi, dans ma boîte, parce que le mec va peut-être essuyer des plâtres à côté qu'il essuiera pas chez moi. Et du coup, Ouais, il tu va vas apprendre de apprendre des ces trucs erreurs-là. et tout. Bah ouais. Hmm. Et souvent, on a tendance, et le pire, c'est quand un manager salarié dans une boîte veut pas que ses équipes aient d'autres activités, tu vois. Hmm. Et parce ils pensent que le manager pense que il va faire ça sur ses heures de travail, que ça va être contre-productif par rapport à ce pourquoi lui il emploie ou il donne des missions, alors qu'en fait c'est hyper enrichissant pour tout le monde de faire autre chose que juste son boulot du Hmm. lundi au vendredi, tu vois. Hmm. Et au niveau d'ouverture d'esprit, de plein de trucs. Ouais, très. Ouais, avoir un side business comme ça peut vraiment te maintenir. Et puis aussi dans des boulots, il y a plein de métiers qu'on peut que faire salarié, quoi. Enfin, je sais pas, dans l'armée, admettons, tu vas pas être Bah oui. mercenaire tout seul, enfin, et dans plein d'autres domaines. Donc, ouais, avoir un side business comme ça, effectivement, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Ok, Et voilà, et vas-y. après, tu veux parler de l'IMO un peu? Ouais, bah bien sûr, hein. Ouais. Bien sûr. On est là pour ça, hein. Et sur la partie IMO, donc je te disais 2010, donc 2008, résidence principale, 2010, investissement locatif premier, 2011, investissement locatif le deuxième, qui est la même typologie que le premier, à savoir un studio en hypercentre de Toulouse, donc dans le Triangle d'Or, parce qu'on était parti, c'est un truc que je répète souvent, hein, pour ceux qui m'ont déjà entendu ailleurs, mais on était parti de la fausse croyance de se dire on achète un appart pour y mettre nos enfants demain, tu vois. Hmm. Et en fait, bon, on l'a jamais fait, on le fera jamais, c'est sûr. Enfin, on le sait maintenant, elles sont grandes, tu vois, elles ont grandi et du coup, elles sont jamais Ouais, habitées c'est dans les ça. appartes et on les a revendus avant d'ailleurs. Mais Hmm. au final, on s'était dit ça, donc bon emplacement, tu vois, quartier sympa, etc. Bon, on n'a absolument pas regretté de le faire. On les a revendus en 2020, cela d'ailleurs, avec forcément un marché qui avait explosé entre 2010 et Hmm. 2020, avec un capital qu'on avait bien remboursé, même si on avait emprunté à l'époque entre 3,5 et 4%, je pense. De toute façon, ouais, maison, c'était 5%, et là, ça devait être. On avait Hmm. renégocié déjà les crédits une ou deux fois. Après 2013, on a acheté des locaux commerciaux pour y mettre nos activités e-commerce. Donc, les locataires, c'était nos boîtes. Euh, Hmm. voilà, donc les entrepreneurs, entre guillemets, font souvent ça. Quand ils ont des boîtes où ils ont des besoins de locaux, de bureaux, ben, ils créent une SCI et ils achètent. C'est à double tranchant. C'est à double tranchant parce que tu peux avoir tendance à survaloriser le prix du bien en te disant ben, ma boîte est capable de payer tant de loyer, donc je vais payer tant de loyer à la SCI, ça couvre largement le crédit et les charges.
mais en fait, peut-être que tu surpayes le bien juste parce que tu as les moyens de le payer. Tu Parce que vois? ta boîte, elle crache assez, ouais, c'est un peu. Exactement. Donc, t'appauvris, en fait, mathématiquement, t'appauvris quand même ta boîte sur la valeur du marché par rapport à si Mhm. tu louais un bien à côté, tu vois, Ouais. au bénéfice de ton propre patrimoine perso. Donc, moi, je trouve que c'est Mhm. intéressant quand tu es tout seul ou que tu es associé en famille, mais dès que tu es plusieurs associés, il y a forcément des conflits d'intérêts là-dedans, tu vois. Si t'es pas propriétaire de Ouais. Si la ah, SCI n'a pas les mêmes des actionnaires actionnaires que la. dans les mêmes proportions que la boîte exploitante, tu vois. Mhm. Il peut y avoir des lésés et je pense que même si c'est pas vu au départ, ça peut créer des discussions qui sont quand même pas très sympas à avoir Mhm. à terme parce que dès que ça parle de pognon, tu as toujours des discussions. Donc, Moi, tu vois, je connais bien les grosses boîtes, quoi, cotées. En fait, les grosses boîtes cotées, elles ont elles rendent des comptes publics, hein, forcément, vu que c'est coté. Sauf que tu as toujours cette partie qui peut exister d'avoir surtout des boîtes, pas les plus grosses, mais tu vois, en dizaines, centaines de millions, d'avoir un dirigeant historique qui, lui, va racheter les murs dans lesquels va être la boîte, ou surtout va racheter un business, tu vois. Tu rachètes un business plus mur, mettons hmm. un resto, tu vois. Et en fait, après, il faut faire la répartition. Mais toi, t'es pas sûr que, en fait, enfin, tu dis le propriétaire du resto qui a les murs, il dit, je sais pas, je veux 1 million d'euros. Mais toi, t'es pas sûr, si j'exagère le trait, que le resto, il va le payer 900 000, la boîte, elle va à côté, elle va le payer 900 000. Et puis toi, tu vas payer, enfin, le patron historique, avec une boîte à part, il va acheter pour 100 000 des murs qui en vaudraient 300 ou 400. Et après, les associés, ils vont surpayer aussi, tu vois. Et tu as des boîtes, elles rachètent énormément de petits locaux comme ça, tu vois. Et du coup, c'est presque personne peut vraiment voir si la boîte, elle a acheté 100 restos dans l'année ou des plus petits trucs, tu vois. Tu peux pas le voir, quoi. Donc, Ouais, je pense que c'est assez complexe à gérer, et tu vois, même à plus petite échelle, parce que là, pour le coup, c'est aussi visible à petite échelle par la part des associés. Je pense Mhm. que voilà, c'est quand même à double tranchant. Encore une fois, il faut faire attention. Nous, on a acheté ça en 2013. On a revendu complètement à la casse en 2016 parce que en fait, bah, c'était la période où on avait liquidé la boîte, on n'avait plus une thune, et en plus on avait ce crédit qui tombait, on avait un locataire qui nous avait pas payé, euh, qui était euh, qui était un site de rugby amateur qui existe toujours aujourd'hui, qui avait ses locaux. Moi, j'ai pas de problème à les citer parce qu'il m'a mis bien dedans, tu vois, dans une période en plus, voilà. Donc ça Comment il s'appelle s'appelle? On les salue. rugbyamateur.fr. Pas plus compliqué que ça. Rugbyamateur.fr, Voilà. voilà. Donc Vous si avez une ardoise pour Julien. voilà, une ardoise de quelques milliers d'euros, c'est pas grand-chose, tu vois. Ça peut paraître pas grand-chose, mais le mec m'a clairement dit droit dans les yeux. Bon, il était plus balèze que moi, donc j'ai fermé ma bouche. Mais il m'a clairement dit droit dans les yeux. Non, mais moi, de toute façon, ma priorité, c'est de me payer à moi. Le reste, je m'en fous. Ok. Donc, tu vois, donc on a Ouais. fait procédure. Bon, évidemment, on a gagné au tribunal, hein, parce qu'ils étaient dans leur tort, Mhm. etc. Mais les huissiers n'ont jamais pu rien ponctionner parce que ça devait être des petits malins. Et ils existent toujours. Donc, c'est qu'ils ont toujours des fonds hein, pour se développer depuis. Et ils nous ont bien mis dans la merde. Du coup, comme nous, on avait besoin de pognon à côté et qu'on surtout on n'avait plus rien, ben, on a dû vendre pour se désendetter surtout et ne plus avoir cette mensualité qui tombait et sur laquelle on n'avait plus de loyer en face, tu vois, et Mhm. on devait remettre au pot. Donc on avait quand même retrouvé un locataire et tout ça, mais l'un dans l'autre, comme c'était plus notre boîte qui payait, parce que justement, nous, notre boîte, elle était capable de payer plus cher que le marché. Mais au Mhm. final, quand tu vas louer après à quelqu'un d'autre sur le marché, ben, les gens ne sont pas prêts à payer plus cher que le marché. Donc toi, tu dois faire un effort d'épargne. Et on a revendu, pour te dire, on avait acheté, je sais plus, mais 240 000 euros, je crois. On a revendu 210, 3 ans après. Mhm. Tu vois. Alors, on avait remboursé du crédit. Donc, en fait, Ouais. au niveau trésor, on n'avait pas perdu grand-chose. Mais par contre, comptablement parlant, c'était une Bah oui. opération vraiment négative, quoi. Ton rendement, il est vraiment pourri. Et en plus, Euh, voilà, donc c'était le magasin de vélo, là? Non, c'était non, l'autre non, c'était l'autre boîte, la boîte. c'était des Ouais. activités e-commerce, ouais. Ouais. Des petites activités qu'on avait développées. Voilà. Et en plus, on louait à notre. En plus, ce truc-là est vite devenu trop petit. Et donc, du coup, on avait ça. Plus, on le louait à notre Mhm. entrepôt à 100 mètres de là parce qu'on n'avait pas assez de place, tu vois. Donc, souvent, quand tu achètes des locaux aussi, ils sont sous-dimensionnés par rapport à ta perspective d'évolution. Mhm. Et ça, c'est C'est très ça. compliqué tu vois, à maîtriser dans le temps. Bah, c'est ça pour en revenir juste à, tu vois, la résidence principale. C'est vrai que tu as des gens, on en parlait tout à l'heure de comment te loger. Et c'est vrai que tes besoins, ils changent, tu vois, surtout si tu as moins de 30 ans, admettons que tu es célibataire, tes besoins, ils changent. Donc tu te dis, peut-être tu peux changer de boulot, mais tu peux trouver une femme, avoir des enfants, une femme qui a déjà des enfants et tout. Et donc, c'est vrai qu'en fait, c'est pas si idiot d'être locataire
tu es beaucoup plus mobile, tu vois. Mais avoir quand même peut-être juste un appart que tu mets en Airbnb, quoi. Et comme ça, si un jour tu dois te loger, tu peux y retourner. Mais c'est vrai que tes besoins, ils changent. Et combien de gens changent de boulot et du coup, ils font trois quarts d'heure, 1 heure de route, alors que s'ils étaient locataires, voilà, avec 2 000 à 3 000 euros, tu as déménagé, alors que sinon, tu as peut-être mis 20 000 euros de notaire ou 30 000 euros de notaire et tu veux pas vendre de suite, quoi. Et ça, je le vois souvent. Moi, j'ai eu souvent la discussion avec des gens dans les équipes ou des gens autour de nous qui déménagent en fonction de là où ils vont travailler, tu vois, mais enfin, qui vont acheter. Oui, mais du coup, je travaille là, donc je vais acheter là. Et en fait, il est garanti à vie ton boulot et toi, ton engagement, il est garanti Ouais. à vie, ton épanouissement, il est garanti à vie. Non, en fait, tout ça, c'est pas garanti à vie, quoi. Donc, tu te dis, bah, il faut se mettre à un point qui est plutôt central et qui est pas trop emmerdant pour chacun. Puis surtout, si toi, tu habites là et ton conjoint ou ta conjointe, elle habite de l'autre côté de la ville, tu vois, c'est quoi l'arrangement que vous allez trouver, tu vois? Mm. Ouais, Donc, ouais. euh, donc ça, effectivement, c'est un biais un peu qui est pas très cohérent, je trouve. Donc après, on a acheté voilà, après, donc on a revendu ces locaux et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. En 2017, je me suis bien réveillé, les taux étaient bas et là, effet rattrapage, parce que je suis un peu comme ça, c'est ou tout à l'extrême ou rien. Là, entre donc le temps que je me remette un peu sur le marché, que je constate que les prix avaient explosé, que voilà, que c'était déjà bien plus haut, etc. Et que j'accepte d'acheter plus cher parce que c'est hyper dur ça. Quand Ouais, tu es c'est habitué dur, à ouais. acheter depuis longtemps, de te dire ok, j'achète peut-être 40% plus cher que le premier que j'ai acheté, Mm. mais en fait, est-ce qu'il faut le faire, pas le faire? Et là, je me suis dit, mais en fait, il faut le faire, il faut le faire. Il faut le faire rien que pour le coût de l'argent et l'effet de levier. Donc, du coup, là, je me suis mis en recherche à fond, boulimique, j'ai fait que ça. Évidemment, j'avais un boulot à temps plein, donc le soir, je faisais ça, le week-end, je faisais ça. Entre midi et deux, je faisais des allers-retours pour aller faire des visites. Voilà, dès que j'avais un petit moment de libre, hop, appel à un agent, visite, etc. Le marché était quand même assez tendu sur Toulouse, mais malgré tout, j'arrivais avec la réactivité à compenser ça. Et là, j'ai acheté 11 biens en 12 mois. Donc, Ah ouais, dont une résidence principale, parce qu'on a profité pour déménager aussi à ce ok. moment-là. Donc 10 biens locatifs, une résidence principale. Et là, ouais, j'ai dit, je maximise à fond, à fond, à fond l'effet de levier. Donc c'était la bonne époque, puisque 2018, le temps qu'on concrétisait tout, 2018, bah, les taux étaient bas, les banques prêtaient très facilement, sans trop d'apport. Donc Ouais. effectivement, Pas on a pu, d'apport, pas voilà, de HCSF, tout ça, exactement, quoi. du calcul différé aussi, encore, donc qui Ah ouais. permettait d'isoler chaque investissement, pour ceux qui ne connaissent pas, permettait d'isoler vraiment chaque investissement et de le traiter de manière assez indépendante plutôt que de tout mettre dans le même enveloppe pour calculer l'endettement. Et, euh, et même si je ne suis pas un grand adepte du 110%, je pourrais expliquer pourquoi, mais je ne suis pas un gros adepte du 110%. On l'a fait quand on pouvait le faire, évidemment, sur des biens qui nous permettaient de le faire aussi. Mais après, on mettait entre 5 et 10% d'apport, quoi. Voilà, ce qui me paraît largement convenable aujourd'hui quand tu Mm. achètes un bien immobilier qui vaut 100, de toi payer les frais de 10 et de t'endetter que de 100, quoi. Parce que Ouais. et te mettre aussi en risque toi-même si demain tu dois rembourser 110 sur un bien qui vaut 100, quoi. Clairement, Mm. voilà. Ouais, c'est ça. Au moins, le 110%, c'est vrai qu'il t'expose à un risque pour la banque, bien sûr, mais pour toi aussi, quoi. Donc, Bien sûr. faut pas Mais en l'oublier. fait, la banque, elle couvre son risque à elle, mais souvent, ce qu'elle fait, c'est qu'elle protège quand même le consommateur, hein, in fine, hein. Ouais, Tu bien vois, sûr. Bah oui, ça, c'est sûr. voilà. Donc, et souvent, moi, j'ai encore eu le cas tout à l'heure, j'ai raccroché avec un prospect là, sur de l'accompagnement et qui me dit, oui, mais du coup, si je fais pas de cash flow, je pourrais pas m'en rendetter. Ben, je lui dis, oui, mais c'est une fausse croyance parce qu'en fait, la banque, ce qu'elle veut, c'est que surtout, elle soit garantie d'être payée si jamais il y a un défaut de paiement. En fait, que tu t'enrichis sur son dos en faisant 300 euros de cash flow par mois, elle s'en fout un peu, quoi. Enfin, c'est pas son Mm. sujet à elle, tu vois. Ça, c'est ton sujet à toi. Son sujet à elle, c'est qu'est-ce qui se passe si euh, le bien qui génère 300 euros de cash flow par mois et que j'ai payé 50 000 euros dans ma petite ville paumée, qu'est-ce qui se passe si la banque doit le revendre aux enchères demain, tu vois? Combien elle va Ouais, pouvoir le c'est revendre? ça. Voilà. C'est ça qui intéresse à la banque. Donc finalement, que tu fasses du cash flow, ça améliore pas forcément des fois ton endettement, enfin ton taux d'endettement en fait, hein. C'est pas vrai parce qu'en face de ça, il y a quand même du risque. Et en plus, quand tes revenus fonciers représentent trop par rapport à tes autres revenus, au bout d'un moment, la banque aussi, hein, elle lève un peu le panneau, hop, on s'arrête un peu, on temporise et on voit. Donc, ouais, il y a pas mal de fausses croyances comme ça, je trouve.
Donc là, on a acheté ça, 11 biens en 12 mois, et après, on a continué depuis, évidemment. Et à partir de 2019, je me suis mis à accompagner des gens qui m'ont commencé à me le demander, euh, qui m'ont demandé de les accompagner en mode un peu coaching, et puis après en mode un peu investissement clé en main, parce que j'avais commencé à structurer une équipe de travaux, j'avais commencé à structurer un bon réseau, j'avais des opportunités qui venaient à moi que je pouvais plus saisir aussi, parce qu'on ne peut pas tout acheter. Et puis, on n'a pas C'est envie de sûr. tout acheter aussi en fonction de la stratégie, sa propre stratégie. Et voilà. En 2020, il y a eu le confinement. Donc, j'ai pris le temps que j'avais le week-end, en fait, où je tournais un peu en rond pour écrire un bouquin. Et du coup, j'ai écrit un bouquin sur l'investissement immobilier, juste voilà, sans prétention pour raconter un peu mon parcours. Tu vois, j'avais juste envie d'écrire voilà, ce que j'avais vécu, ce que j'avais fait, mon parcours un peu. Et, euh, et c'est vrai qu'à partir de là, ça m'a amené aussi un petit peu de Notoriété. contact, ouais, de De notoriété. notoriété, ouais, pour développer l'accompagnement et l'investissement clé en main que j'ai commencé à développer en marge de mes activités salariées de l'époque, euh, et qu'aujourd'hui je développe à 100% avec les activités de marchand de biens aussi que j'ai commencé en fin 2019, pareil. Grâce à une personne de ma famille qui m'a mis le pied à l'étrier en fait et qui lui avait déjà fait plusieurs opérations. Ok. Et ça m'a vachement aidé, ça a démarré. C'est ce que je conseille à tous les gens qui veulent se lancer dans du marchand de biens, c'est vraiment de s'associer avec quelqu'un qui maîtrise absolument le sujet en local, dans la ville dans laquelle ils veulent le faire aussi. C'est Mhm. hyper important, l'immobilier en local. Et ça vous aidera non seulement à aller chercher de la dette à la banque, parce que le crédit in fine sur 2 ans, c'est quand même un outil assez particulier dans le cadre de l'achat-revente. Donc, ça se gère pas du tout pareil qu'un emprunt sur 25 ans à Bah 5. ouais. Hmm. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui, je fais ça. On a un groupe qui s'appelle Artae, ARTAE, et qui en fait propose des activités, donc propose la transaction, location, etc., sur des biens d'investissement, mais aussi des résidences principales, mais on est quand même très axé investisseur. Et on a plusieurs activités de marchand de biens qui nous permettent aussi de faire donc de l'achat-revente avec principalement des projets de revente à la découpe sur des immeubles de centre-ville. Voilà, un peu de division foncière aussi, mais pas trop, parce qu'il y a des problématiques de TVA que j'aime pas trop le détachement de terrain. Et sur le neuf, j'y vais pas du tout. Et, euh, et après, l'investissement clé en main avec Artae, on accompagne de plus en plus de clients à investir sur la région toulousaine, sur la région lyonnaise et le sud-ouest côté Pau, Tarbes, Lourdes, etc. Pour ceux qui connaissent un peu le coin. Donc là, on va trouver des biens pour les investisseurs, gérer les travaux, l'ameublement, la déco, allumer la petite bougie à la fin sur la table, prendre les photos, mettre un locataire. C'est vraiment du clé en main. Ok. Et du coup, c'est les gens, c'est des investissements qui, à la base s'autofinançaient, s'autofinancent pas, ils te demandent une renta, ils te demandent une ville, ils te demandent, vous demandez de l'apport. Comment ça se passe? On, C'est quoi on a les directives qu'on vous fixe, forcément? 15% de renta au centre-ville de Toulouse, immeuble avec du charme, pas de travaux. Mais et- alors, tu sais quoi? Il y en a qui demandent des trucs impossibles. Soit ils arrivent à se remettre en question et surtout à ouvrir les yeux et en fait ils finissent quand même par bosser avec nous. Soit on les revoit jamais ou tu la vois 3 ans plus tard, ils ont toujours rien fait. Hmm. Euh, et, euh, et ça, on en a des gens qui viennent nous voir et qui procrastinent depuis des années, ça c'est sûr, qui ont juste besoin d'un coup de pied au cul ou de changer un petit peu leur scope. Mais après, de manière générale, on a des gens qui sont expatriés. Donc, tu vois, on a des clients qui sont en Espagne, on a des clients qui sont en Suisse, qui sont à Dubaï, qui sont au Canada, qui sont au Portugal. Et on a des clients qui sont vraiment locaux. Moi, j'ai des clients, ils habitent à 100 mètres de chez moi à vol d'oiseau. Hmm. Et donc, ils peuvent faire la même chose, mais ils ont soit pas le temps, soit pas les compétences, soit juste besoin d'être rassurés pour un premier investissement ou deux, trois premiers investissements. Et après, on a des clients qui ont de l'apport à mettre, on a des clients qui ont beaucoup moins d'apport. Et en fait, on s'adapte surtout à l'objectif, à l'horizon d'investissement de chaque client. C'est ça qui compte. C'est qu'on est capable de trouver des immeubles de rapport qui crachent 12-13% de rendement brut, comme du truc hyper patrimonial où tu vas être à 3,5 net à la fin en faisant 300 euros d'effort d'épargne par mois. Hmm. Mais ça, c'est pas un mauvais investissement. Ça Non, bah correspond, non. ça correspond à une cible Souvent. d'investisseur qui a Et il y un a des, objectif des différent, étapes différentes de vie, voilà, c'est bien ça. sûr.
Moi-même, j'ai commencé par du patrimonial, je suis allé sur des investissements avec un peu plus de cash flow. Aujourd'hui, j'ai consolidé les deux, ça s'équilibre extrêmement bien. Mais maintenant, par exemple, bah, on en parlait dans le podcast qu'on a fait ensemble sur Money Tree, mais euh, tu vois, j'ai envie d'avoir que des biens atypiques, que des trucs Mm. sexy ou dans lesquels j'ai envie d'aller, qui me plaisent, ou tu vois, où tu as le coup de cœur, quoi. Voilà. Mm. Et c'est des biens où forcément, souvent, tu n'as pas le meilleur rendement parce que tu vas avoir le seul bien qui a la terrasse dans la ville et la terrasse, ça se paye. Mm. Mais ça se loue pas. Enfin, ça se paye, mais ça se Ouais, loue. ça se loue pas plus cher. Ouais. C'est Par comme contre, ça se loue tout de suite. les piscines, les maisons avec piscine ou les trucs comme ça. Enfin, le- voilà. Ça peut faire dire oui ou non, mais ça va pas te changer. Tu C'est peux pas ça. louer 300, 400 euros de plus une maison parce qu'elle a une piscine, alors que c'est le coût que Ouais. c'est le coût que ça vaut, quoi. Par contre, à la revente, tu la retrouves. La piscine, tu la Contre retrouves la, et ouais, la c'est terrasse, ça. tu la retrouves. Ouais. Voilà. Mais Ça, on peut pas te malheureusement, l'enlever en plus, quoi. C'est sûr que ouais. le bien, il peut être daté, il peut être tout ce que tu veux, mais la terrasse, si elle est là, elle est là. Et puis, Et il y a deux biens équivalents. Celui qui a la terrasse, même s'il est plus cher, il se vendra toujours plus vite. Enfin, tu vois, parce qu'il y a ce truc un peu de cet effet de rareté. En fait, c'est juste Hmm. les basiques d'un marché, hein. Là, c'est la rareté qui fait le prix, quoi. Donc, voilà, je suis plus effectivement là-dessus aujourd'hui, quoi. Ouais, intéressant. Donc, mais c'est des stratégies, ça dépend surtout de l'argent que tu as, de ta situation, du temps que tu as, de ton. Pourquoi les gens ils veulent du cash flow? Parce qu'ils n'ont pas de cash, il faut dire ce qui est. Si t'avais 500 000 euros, Mm, tu n'irais pas dans les villes qui sont connues pour faire du cash flow, quoi. Tu achèterais des trucs. Et après, souvent, enfin, en tout cas, l'histoire des 10 dernières années, peut-être que ça va changer, a montré qu'acheter dans les villes où il n'y avait pas de renta, c'était peut-être le plus rentable sur le cycle complet, achat, location, revente, quoi. bien sûr. Bah, c'est la différence que je fais. J'avais fait une capsule là-dessus sur le podcast. La différence entre le rendement et la rentabilité, quoi. Le rendement, c'est une vision court terme et la rentabilité, c'est une vision long terme à une échéance donnée. Hmm. Et c'est comme ça que tu calcules l'investissement. En fait, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ben, l'investissement, c'est exactement pareil. Ouais, C'est à la fin que tu sais vraiment si ça a été rentable ou pas. ouais, C'est pas la première année que ouais, tu le c'est détiens, ça. tu vois. Donc, Si tu peux faire du cash flow tous les mois et puis tu revends en perte, en fait, t'as bah, pas gagné d'argent, quoi. Et inversement, tu peux faire une méga plus-value sur un truc où tu avais 5% de renta. ouais, clairement, clairement. Donc, voilà, on accompagne les clients à faire, à se créer du patrimoine. Écoute, voilà, l'activité marche plutôt bien. Au final, je regrette absolument pas d'avoir quitté, tu vois, pour reprendre le sujet de tout à Safety, l'heure. c'est fini. Voilà, Safety, c'est fini. Bah, c'était une opportunité. C'était vraiment une opportunité Hmm. pour moi voilà, de mettre un coup de pied au cul et de me remettre dans le bain de l'entrepreneuriat malgré quand même quelques échecs aussi. Voilà, tu l'auras compris. Mais Mais c'est intéressant de voir, voilà, tu as eu vraiment un peu toutes les phases. Tu as eu des activités qui ont bien fonctionné, certaines qui ont fonctionné, puis moins, des reventes, voilà, c'est le magasin de vélo. C'est ça aussi, là. Faut pas, enfin, je pense que c'est bien de mettre les gens au courant de tout ce qui est, de un peu tous les scénarios. Puis on voit que c'était pas des grosses erreurs que tu as pu faire ou pas. Et puis en fait, voilà, ça a mené à des résultats différents. mm. Donc, faut jamais Après, faut, oublier ça, quoi, hein, ouais, puis il faut tenter en fait. Je pense que quand Hmm. tu veux te lancer là-dedans, il faut faire preuve d'abnégation et de ne jamais, tu vois, baisser les bras, lâcher l'affaire si tu veux réussir un jour. Voilà, c'est sûr. Hmm. C'est comme les sportifs de haut niveau, tu vois. J'étais, enfin, je sais pas, je prends un exemple à la con, mais tu vois, ce week-end, j'étais dans un skatepark où il y avait beaucoup, beaucoup de skaters et les mecs, bah, dans un bol, ils essayaient, ils se cassaient la gueule, ils se cassaient la gueule, ils se cassaient la Hmm. gueule. Et ils faisaient ça, mais toute la journée. Le lendemain, je Hmm. suis revenu, il y avait les mêmes personnes. Il y avait Ouais, les c'est mêmes ça. personnes. Et toute la journée, ils essayaient, ils se cassaient la gueule, 99% de la journée. Voilà. Hmm. Et en fait, c'est ça la vie d'un entrepreneur, tu vois, c'est de se casser la gueule, de se casser la gueule. Et en fait, celui qui se relèvera le plus de fois et qui aura appris à se relever à chaque fois mieux parce qu'il aura appris de ses erreurs, c'est lui qui fera la Hmm. différence. Tu vois. C'est ça. C'est ça qui change avec la vie de salarié, je pense, tu vois, où la prise de risque est beaucoup plus faible parce que l'erreur est peut-être plus punitive souvent. Enfin, elle peut dire que tu te fais virer tout simplement, quoi. Ou alors que tu es bloqué à un échelon et tu bougeras jamais. Alors que enfin, moi, je me rappelle dans mon premier boulot, on bossait énormément. J'avais ma collègue d'à côté, elle bossait comme une folle. Elle avait une toux de stress, en fait. C'était un truc, je savais même pas que ça existait. Et puis un jour, elle a pété un plomb contre une senior manager, là. Et c'était justifié, tu vois. Mais en fait, ça l'a grillé pour des années, quoi. Alors que
dans un vrai. Non, si elle avait été entrepreneur, peut-être qu'elle aurait perdu un client sur 20, tu vois. Et puis elle aurait continué comme ça. Et puis là, ça l'avait grillé directement. Donc c'est ça, je pense que c'est une bonne Et une parfois, différence. quand tu es salarié, si justement ton manager il n'est pas très bon, il va souvent te laisser faire les mêmes erreurs, tu vois. Hmm. Parce que même lui, en fait, au final, il sera pas trop puni pour ce qu'il a mal fait, ou tu vois, et des fois, Hmm. il y a aussi voilà, des gens qui n'apprennent pas du tout, et jamais de toute leur vie, tu vois, aux professionnels, de leurs erreurs qu'ils ont faites, quoi. Hmm. Jamais, 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 jamais. Donc, alors que quand tu es entrepreneur, tu le payes cash. Tu le payes cash. C'est ton pognon, c'est ton client, c'est ton image, ta Hmm. notoriété, et tu le payes direct. Ouais, c'est ça. Quand tu es investisseur IMO, que tu prends un mauvais profil de locataire, normalement, tu retiens bien la leçon, quoi. Et, Carrément, carrément. et donc, essaye de pas reproduire. Et ça, t'en as plein. Et moi, j'étais le premier à avoir plein de bonnes intentions, tu vois, quand t'es investisseur. Ça part vite, quoi. Ça part vite, tu vois, là, le gars au chômage, bah, tu te dis, sa situation, t'aurais pu être dans la même, tu vois. Mais bon, c'est pas pour autant que tu vas le prendre. Ça, Ouais, t'apprends vite, quoi. ouais, c'est vrai. T'apprends vite. Ok, top. Bon, on a fait un bon tour. Le dernier point que je voulais voir avec toi, c'est que tu as un tout petit peu de. Enfin, tu as quand même deux biens au Portugal. Ouais, Peut-être si tu peux nous raconter comment ça s'achète, enfin, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui est comparable à la France, est-ce qu'il y a un notaire ou non, est-ce qu'il y a un compromis ou non, est-ce que voilà, si tu peux nous faire un peu le ouais. topo là-dessus. Ouais, ouais, avec plaisir. Alors, je vais pas être hyper précis sur des trucs parce que, un, c'était en 2019, je n'en ai acheté qu'un parce que l'autre, c'est une maison de famille, donc c'est un peu différent. Mais j'en ai acheté qu'un pour faire vraiment de l'investissement et de la courte durée, donc c'était en 2019. C'était commencé à être un peu loin et c'est tellement folklorique, si tu veux, qu'au final, bah, je ne sais même pas trop ce qui s'est passé. J'ai un peu Hmm. subi. Ce que je peux te dire, c'est que l'acte, il doit faire 7 pages écrit en caractère 18. Donc, rien à voir avec les actes qu'on peut avoir chez nous. Un Euh, compromis à 160 pages Ouais, avec. voilà. Alors, c'est vrai que souvent, un compromis, tu es plutôt entre 40-60, mais avec les annexes, tu arrives à 500-600, C'est quoi. ça. Donc, bon, là, autant te dire que les annexes, c'est très, très light. Ce qui m'avait fait halluciner, c'est que chez le notaire, tu as l'agent IMO qui vient récupérer son chèque. Tu as le propriétaire qui récupère son chèque, tu vois. Donc, c'est vraiment comme à l'ancienne, quoi, tu vois. Alors que Hmm. c'est un pays hyper digitalisé, le Portugal, hein, pourtant, au Hmm. niveau des. Bon, parce que nous, on paye des impôts là-bas et tout ça, du coup. Tu vois, au niveau de tes déclarations, de tes suivis, au niveau bancaire et tout, le paiement sans contact, machin, enfin, tout ça, c'est vraiment, je trouve, assez digitalisés, alors qu'on a toujours l'impression que c'est un peu tu vois, le pays pauvre du sud de, du sud de l'Europe, tu vois. Voilà, c'est le petit pays qui sert à rien, coincé entre l'Espagne, tu vois, et Et l'océan. l'Atlantique. Ouais. Ouais, l'océan Atlantique. Mais, euh, mais au final, non. Alors que pourtant, franchement, acheter un bien immobilier, alors déjà, il y a un truc, c'est que quand tu fais l'offre, tu réserves le bien, tu donnes un acompte. L'acompte, il est perdu parce que les conditions suspensives de prêt, ça n'existe pas, hein. Hmm. Donc, il faut être sûr d'avoir ton financement ou de payer cash si tu n'as pas de financement, ou d'avoir quelqu'un qui te suit en tout cas, quoi, d'avoir une porte de sortie ou tu vois, de substituer une autre personne ou faire. Voilà. Tu laisses vraiment un chèque et le Et chèque il la est compte, donné au propriétaire. c'est un pourcent. C'est quel pourcentage à peu près, tu sais? Alors, il me semble, je ne vais pas te dire de bêtises, nous on a acheté un bien, donc on l'a payé 170 000 euros et on a laissé 20 000. Ah ouais, quand même, ouais. Donc, Ouais, 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 10%. m'a dit 10 bons Ouais. pourcents. Ouais. Donc voilà, nous pour te dire, pour te parler un peu d'Invest, donc il fait 82 mètres carrés. Il y a deux chambres, mais aussi un canapé lit. Puis dans une chambre, tu as quatre couchages, donc tu peux loger entre 6 et 8 personnes. Il y a un balcon, vue sur l'océan, 300 mètres des plages, dans une résidence avec une énorme piscine qui est entretenue par un hôtel qui a la moitié de la résidence. En fait, la moitié de la Ok. résidence, c'est un hôtel. Donc lui, il prend en charge tout l'entretien. Donc on n'a que 250 euros de charge de copro par an, tu vois. Ah ouais, Voilà, pour une incroyable. résidence avec piscine au bord de la plage, tu vois, super bien. Enfin, vraiment, il y a des restos dans la résidence, il y a des trucs et tout sympa. Euh, et on a payé ça 170 000 euros en 2019. Aujourd'hui, ça vaut plutôt 220, 230 quand je regarde les prix, parce que nous, on aimerait bien racheter là-bas. Et Hmm. tu vois, toujours ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est très difficile pour un investisseur. Et moi, j'essaie de m'enlever ça, mais c'est toujours très difficile de se dire, putain, tu as acheté 170, aujourd'hui, tu dois acheter 230, le même bien. Voir, tu vois un peu des.
des petits défauts que, même si peut-être globalement, il peut être un petit peu mieux, si la douche, elle est pas aussi bien ou la vue pas exactement pareil, tu te dis, putain, en plus, je paye plus cher, c'est Ouais, moins bien, quoi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors qu'en fait, bon, il faut pas, quoi. C'est le marché qui est comme ça aujourd'hui. Il faut acheter au prix. C'est comme quand tu investis en bourse. Si tu achètes tous les jours pendant 10 ans, ben, tu sais que ton Mm. prix d'achat, tu le lisses, quoi. Mm. En immobilier, c'est ce que je dis aussi souvent. Tu as un bien, ben, tu as 100% de risque. Tu as 10 biens, tu dilues ton risque en 10, quoi. Tu vois. Mm. Donc, forcément, ton prix d'achat aussi, tes rendements aussi, etc. Donc voilà, après, non, c'est assez. Ouais, c'est un peu plus exotique et folklorique quand même qu'en France, ça, c'est certain pour acheter. Voilà. Et comment Mais c'est géré? T'as une conciergerie? non, alors il y a des conciergeries, ouais. Donc nous, on est en Algarve dans le sud, hein, donc hyper Mm. touristique. Euh, voilà, beaucoup d'anglais, d'allemands. Il y avait beaucoup de Russes aussi à une époque. Il y en a un peu moins. Mais Les avions, ils arrivent plus. voilà. Mais hollandais, etc. Beaucoup de blonds en fait par rapport à la population locale, tu vois. Ouais. Et il y a des conciergeries, mais on ne travaille pas avec elles. En fait, on fait travailler des gens en local, qui sont des gens. Tu sais, là-bas, les gens travaillent assez tard. Tu vois, à 65 ans, tu bosses Mm. encore. Les salaires sont assez bas. Donc, c'est vrai que nous, on paye moins cher qu'une conciergerie qui serait créée par des Anglais, on va dire, tu vois, ou pilotée par des Anglais. On paye beaucoup moins cher. On a des Portugais qui connaissent très bien les lieux, etc. C'est-à-dire que quand tu veux refaire une clé, ça te coûte 1,50 € quoi. Enfin, tu Mm. vois, c'est un peu aussi ça, mais du coup, eux, ils ont Mm. vraiment les tips du coin. On les paye 65 € par location pour faire Ok. le ménage, s'occuper du linge, etc. Que la location fasse 3 jours ou 3 semaines, on les paye 65 €. Ils Ok. s'occupent de l'entrée, de la sortie, d'échanger les messages. Ils font tout ce que fait une conciergerie. Ok. Tu prends une conciergerie, ça te coûte entre 20 et 30 points, dépendamment si tu inclus le ménage ou pas Mm. dedans. 20 et 30 points sur une location à 900 € la semaine, ça va vite, quoi. Tu vois. Mm. Ah ouais. Ok, top. Puis ouais, au moins c'est fixe. Ouais, C'est sûr que c'est dur, tu vois, les conciergeries, enfin tout dans l'investissement et tout. Tu sais jamais ce qui est le mieux, payer un truc fixe ou payer un truc variable, parce que le variable, ça va motiver d'un côté à faire plus cher, plus vendre et tout. Après, si moi demain j'étais une conciergerie, je pense que c'est beaucoup plus simple de remplir deux biens à 50% qu'un bien à 100%, tu vois. Donc, ouais, ouais, donc si t'es payé qu'en variable, ça va pas. Après, le fixe, ben voilà, c'est toujours pareil. Tu vas avoir, bon, bah, quoi qu'il arrive, c'est fixe. Donc, si tu une conciergerie, bah, peut-être tu vas juste vouloir louer au maximum, peu importe le prix, quoi. Donc, c'est toujours compliqué de voir. C'est un peu comme les agents IMO. Il n'y a rien qui justifie que. Enfin, tu vois, à la limite, c'est plus simple de vendre un bien à Paris que à Toul, ou j'en sais rien. Et en fait, souvent, c'est payé en pourcentage, alors que tu te dis, ouais, mais ça devrait être un truc fixe. Ton boulot, c'est exactement le même. Sauf qu'en plus, tu as 100 acheteurs à Paris. Pourquoi est-ce que tu es payé en pourcentage? Alors, tant mieux ouais, pour c'est les vrai, agents immo parisiens, mais ouais. c'est vrai. Mais tu vois, nous, sur le Portugal, on gère quand même l'annonce et le pricing. Et en fait, tout Hmm. le calendrier, c'est nous qui le gérons quand même. Mais si tu as un bien, Euh, c'est le mieux, hein, c'est vraiment le mieux, hein. Donc, ouais, parce que là, c'était assez simple. Sur Toulouse, on en a 5, tu vois, des locations courte durée sur Toulouse. hmm. Et là, pour le coup, on a tout délégué. Parce que Hmm. ça devient un métier après, tu vois. Donc, c'est soit tu fais ça, et effectivement, bah, le cash flow, tu le prends pour toi, et puis c'est ta rémunération, etc. Mais il faut que Hmm. tu aies envie de gérer des merdes à 23 heures le dimanche, et puis aller faire des ménages quand ta femme de ménage est pas dispo, et changer les draps, etc. C'est un autre métier. Soit, effectivement, tu délègues tout à une conciergerie, et le cash flow, bah, tu l'as plus, tu le donnes à une conciergerie, mais tu te payes de la tranquillité. Et puis, Hmm. ton temps, t'en fais autre chose, parce que notre valeur, elle est pas là, tu vois. Ça, Hmm. c'est chacun qui voit midi à sa porte, quoi. Hmm. Et sur le Portugal, donc avec Artae, sur l'investissement clé en main, on va commencer à développer justement une offre pour le Portugal, parce que maintenant, on a le réseau sur place, on a la connaissance du marché, on a le recul nécessaire. Ça fait 4 ans qu'on exploite, on a le recul nécessaire. Aussi sur les saisonnalités, on a passé le Covid, on a vu l'avant, on a vu l'après. Enfin, tu vois, on a quand même une bonne vision du Hmm. marché, donc on est capable aujourd'hui quand même d'aller délivrer un service. On a quand même un bon réseau sur place parce que on a la maison, donc on y va quand même souvent. Tu vois, on a une petite équipe. Enfin, franchement, on est plutôt bien vu là-bas. Et donc, je fais un appel à tous les auditeurs de Vibe et Super Patron. communauté. Je cherche un cobaye qui serait prêt, du coup, à nous faire confiance pour un premier accompagnement en investissement dans le sud du Portugal. Voilà. Ok, Donc, si ça intéresse quelqu'un, l'appel est lancé. c'est ça. On fera une belle remise sur les honoraires d'accompagnement. Voilà, une belle remise. Et Julien me fera un virement de cinq Voilà. mille euros Revolut instantané, Hors taxe, hors taxe. hors taxe, bien entendu. Ouais. Ok, top. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour.
Si on veut te contacter, Instagram, je suis assez actif, je partage tout mon quotidien sur Insta. C'est Julien Calamotte, tout attaché. Donc Calamotte, bah, vous le voyez sur la vignette de l'épisode si Thibaut n'a pas fait de faute, mais c'est Calamote. yes. Il y en a qui mettent souvent 2T. Donc voilà, Julien Calamotte, tout attaché sur Instagram. Julien Calamotte en 2 mots sur LinkedIn aussi. J'essaie d'être un peu actif sur LinkedIn. J'ai une plus grosse communauté d'ailleurs sur LinkedIn que sur Instagram. C'est de mes années salariat. Voilà, mais j'étais plus actif quand j'étais salarié pour le coup. C'est C'est con, hein, ça. parce que ouais, t'as l'impression que c'est un Mais truc un peu. LinkedIn, c'est un bon réseau pour. Enfin, moi, je suis pas très peu dessus, mais c'est vrai que tu peux mettre des liens, tu peux écrire plus que sur Insta. L'algo, j'ai l'impression voilà, il est plus dans la découvrabilité et tout. Ouais, Et aussi avec des gens, voilà, qui sont pas là que pour chercher des fit girls ou des gens qui mangent, qui mangent des gros gâteaux, des trucs comme ça. ouais, c'est Ok. vrai. Et après, on organise aussi avec le groupe Artaï, on organise des événements sur la région toulousaine, des séminaires. Ok. Euh, donc voilà, le prochain c'est le 24 juin. 24 juin à Toulouse. Donc voilà, ça aussi, vous pouvez aller voir plus d'infos sur le site investiratoulouse.com et on va en organiser un premier à la rentrée aussi à Lyon. Et en fait, partout où on s'implante, on va organiser des séminaires pour voilà, faire vivre un petit peu le monde de l'investissement immobilier en local parce qu'on en a organisé déjà 3 sur Toulouse et ça prend super bien, les gens sont contents, tu vois. On essaie toujours de faire du qualitatif et ça fonctionne, donc on continue. Voilà. Top. Et on sent l'expérience SEO investir à toulouse.com. Ouais, ouais. C'est pas tombé du ciel, ça. C'est ça, c'est ça. Ok. Ça fait quelques années en plus que je les suscite. Donc, tu vois, je pense qu'il est bien, il rank bien, comme on dit, hein, Ouais. Thibaut. Yes. Bah, top. Bah, je te remercie, Julien. Je te souhaite tout le meilleur hein, dans tes nouvelles activités. Et puis, Ouais, je te dis à merci très Thibaut. bientôt. Merci Thibaut. Ciao, ciao, à bientôt. Bye Ciao. bye. Ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.